Donc, le dernier jour d'un condamné, est un roman. Donc, le genre, il est roman. Et l'auteur, bien sûr, c'est Victor Hugo. Victor Hugo est né en 1802 à Besançon et il est mort en 1885 à Paris, bien sûr. Donc, roman, mais c'est un roman un petit peu spécial. C'est un roman à thèse. C'est un roman à thèse. Quand on dit un roman à thèse, ça veut dire qu'il défend une idée. Et justement, l'idée défendue ici, c'est l'abolition ou la suppression de la peine capitale. On dit la peine capitale ou la peine de mort. Donc, cette œuvre est apparue au XIXe siècle dans un contexte où la culture de droit connaît un certain développement. Plusieurs questions se sont imposées. Je vous donne un exemple de 2 ou 3 questions. L'homme est-il capable de donner la vie? La réponse est bien sûr non. L'homme peut-il redonner la vie à quelqu'un s'il s'avère qu'il la lui a retirée à tort? La réponse est bien sûr non. La justice est-elle infaillible? La réponse est bien sûr non. Donc, dans ce cadre, certains esprits ont appelé à l'abolition tout simplement de la peine capitale, quel que soit le délit ou le crime perpétré. Alors, pour ce faire, Victor Hugo aurait pu bien sûr écrire un manifeste, un discours, mais lui, il a préféré écrire un roman, une œuvre littéraire. Le but, bien sûr, c'est que le travail, l'œuvre, soit intemporel. Alors, il va tout simplement choisir la technique du journal intime. C'est-à-dire, il va imaginer un jeune condamné à mort qui va écrire, qui va se livrer à son journal intime depuis le procès jusqu'à l'exécution. Donc, pendant une durée de 6 semaines. Alors, pour aller dans le roman et découvrir un petit peu son contenu, je vous invite à découvrir cet axe des événements. Donc, comme vous pouvez le constater, j'ai tracé un segment, limité bien entendu. Alors, la première limite, bien sûr, c'est le procès. Et le procès, il va avoir lieu au tribunal. Et bien sûr, le procès va aboutir à une sentence qui sera bien sûr la peine capitale. La deuxième limite, bien sûr, c'est l'exécution de la sentence. Et à ce moment-là, l'exécution se faisait en public, parce que la société considérait que l'exécution était un moyen pour donner l'exemple et dissuader tous les mauvais esprits de s'adonner au crime.
Donc, l'exécution en place, et la place où l'on exécutait les gens à ce moment-là, c'était une place célèbre qui s'appelait la place de grève. La place de grève. Alors, ce que je vous invite bien sûr à faire, c'est de prendre tout doucement, vous aurez le document à votre portée, vous pouvez ralentir ou arrêter. Donc, si vous prenez le premier chapitre, avant même le début du chapitre, vous avez une petite indication en haut. C'est bicêtre. C'est bicêtre. Alors, bicêtre, c'est tout simplement une grande prison dans la banlieue de Paris. Bicêtre, c'est une grande prison dans la banlieue de Paris. Après, bien sûr, on va avoir la conciergerie. Et là, bien sûr, je vous inviterai à prendre le chapitre 22. Si vous prenez le chapitre 22, avant même le début du chapitre, vous avez encore une petite indication en haut. La conciergerie. La conciergerie, c'est une petite prison à l'intérieur du palais de justice ou du tribunal. Donc, la conciergerie est une petite prison à l'intérieur du tribunal. Comme vous pouvez le constater, le mot conciergerie, bien sûr, est un dérivé du nom concierge. Donc, c'était un lieu où l'on laissait les prisonniers pendant un court moment, par exemple en attendant la fin de leur procès. Voilà. Et puis, après, on va aller à l'avant-dernier chapitre, à savoir le chapitre 48. Là encore, vous avez une indication, c'est l'hôtel de ville. L'hôtel de ville. L'hôtel de ville. Alors, l'hôtel de ville, c'est tout simplement la municipalité. Donc, le roman, il est rythmé par l'espace. Donc, Bicêtre, la conciergerie, l'hôtel de ville. C'est les trois lieux principaux auxquels on doit ajouter le tribunal qui est le lieu du procès et bien sûr la place de grève qui est le lieu de l'exécution. Mais en plus du temps, du lieu, il y a aussi le temps. Alors quand on dit déjà le titre, le dernier jour d'un condamné, on est beaucoup plus focalisé sur le temps. Alors, si on prend le chapitre 18, alors là, on apprend qu'il est déjà 6 heures du matin, la lampe du narrateur pâlit parce que le jour se lève, n'est-ce pas? Et puis, il va assister à un événement inhabituel qui va l'intriguer. C'est à savoir la visite du guichetier. Et surtout, l'attitude de ce guichetier. Parce que pour une fois, il va être poli ce jour-là. Il va enlever, il va ôter sa casquette, il va adoucir sa voix, il va s'excuser de déranger. Et le plus important et le plus intriguant, il va demander au narrateur ce qu'il désirerait à manger ce jour-là. Alors tout ça a amené le narrateur à se poser une question. Est-ce que c'est pour aujourd'hui? Est-ce que ce serait pour aujourd'hui? Donc là, c'est une question. Est-ce que ce serait pour aujourd'hui? Alors, est-ce que ce serait pour aujourd'hui? Déjà, c'est une question. C'est une interrogation totale, c'est une question totale, donc on peut répondre par oui ou par non, donc on n'est pas certain. Et puis, ce serait, c'est le conditionnel, on n'est pas certain. Au chapitre 19, le chapitre suivant, on va trouver la même phrase qui va se répéter au début du chapitre et à la fin du chapitre.
c'est pour aujourd'hui. Alors là, ce n'est plus l'incertitude, mais c'est plutôt la certitude. Il est sûr, c'est l'indicatif, ce n'est plus le conditionnel. Et puis, ce n'est plus une interrogation, mais plutôt une exclamation. Autrement dit, le narrateur est en train de constater avec surprise que c'est bel et bien le jour de son exécution. Alors là, le chapitre 20, ce sera un commentaire de cette visite du directeur, parce qu'au chapitre 19, ce sera le directeur lui-même qui va venir lui rendre visite. Et au chapitre 21, il va y avoir la visite de l'huissier. L'huissier, c'est un fonctionnaire, c'est un employé de l'État dont la fonction est de veiller aux exécutions des sentences des divers tribunaux. Alors, c'est lui qui sera chargé de l'exécution de cette sentence. Et il va se présenter. Je suis huissier près de la Cour royale de Paris. Et il va informer le narrateur qui lui apporte un message de la part de Monsieur le procureur général. J'ai l'honneur de vous apporter un message de Monsieur le procureur général. Et après, il va lire, et l'important, la phrase la plus importante, ici, c'est la phrase que vous allez certainement encadrer. L'arrêt sera exécuté aujourd'hui en place de grève. L'arrêt sera exécuté aujourd'hui en place de grève. Le mot arrêt, c'est un synonyme de sentence. C'est un synonyme de sentence. On dit arrêt, on dit sentence, on dit jugement et on dit verdict. C'est bon? Très bien. Alors, pour récapituler, on va voir que, de point de vue temps, le roman est divisé en deux parties. Comme ça. On va voir le dernier jour, c'est ici. Et bien sûr, là, c'est ce qui précède. N'est-ce pas? Mais quelle est l'enveloppe temporelle qui sépare les deux limites? C'est-à-dire depuis le procès jusqu'à l'exécution, combien de temps y a-t-il? Eh bien, le temps, il est de 6 semaines. Le temps, il est de 6 semaines. Donc, c'est bon? Il est de 6 semaines. Le temps est de 6 semaines. Où est-ce qu'on peut trouver ces 6 semaines? C'est très simple. Si on prend le chapitre numéro 2, par exemple, le dernier paragraphe, il va y avoir les deux fillettes qui suivaient le narrateur à sa sortie du tribunal, et il en avait une qui avait dit « Ce sera dans 6 semaines. Ce sera dans 6 semaines. » Le pronom « ce » ici remplace l'exécution. Si on prend le chapitre 23, là il va y avoir une rencontre, si vous voulez, entre le narrateur, le condamné et le frioche. Le frioche, c'est un autre condamné à mort. Alors, lorsque le narrateur n'a pas compris le mot frioche, pour le lui expliquer, le frioche a parlé dans un temps ironique. Cela veut dire, c'était crié au milieu d'un éclat de rire, que le tôle jouera au panier avec ma Sorbonne dans 6 semaines, comme il va faire de ta tronche dans 6 heures. Le tôle, c'est-à-dire le bourreau, jouera au panier avec ma Sorbonne dans 6 semaines, lui il vient d'être condamné à mort, donc il va rester 6 semaines avant d'être exécuté. Le narrateur, c'est son jour d'exécution, il lui reste 6 heures pour être exécuté. Bien sûr, le chapitre 8, c'est un chapitre qui nous donne ces 6 semaines dans le détail. Dans le détail. C'est-à-dire, la première phrase, comptant ce qui me reste, c'est-à-dire comptant les jours qui me restent à vivre. Alors, il nous donne les détails, 3 jours de délai pour se pourvoir en cassation. 3 jours de délai pour se pourvoir en cassation.
8 jours d'oubli au parquet. 15 jours chez le ministre qui ne sait seulement pas qu'elle existe. 15 jours pour qu'il ne vous soit pas fait de passe-droit. Et puis, la cour s'assemble d'ordinaire un jeudi et rejette 20 pourvois en masse. Et le quatrième jour, on entend monter, dresser un échafaud. Si on fait le total, 15 plus 15, ça fait 30, plus 8, 38, plus 3, 41, plus 4, 45. On est à 45 jours, c'est-à-dire 6 semaines. C'est bon? Comment sont distribuées les idées dans ce roman? Ce que l'on doit retenir, c'est que le récit, ici, il est au service de l'argumentation. C'est-à-dire, à chaque fois qu'on a lu un chapitre, on doit toujours se poser la question, y a-t-il un argument pour servir la thèse ou l'idée de l'auteur? Donc, lui, il a commencé par le chapitre 1. Le chapitre 1, c'est pas le début du roman. Le chapitre 1, si je dois le passer, je vais le mettre ici. Chapitre 1. Pourquoi? Si on prend la deuxième phrase, condamné à mort, et après la deuxième phrase, voilà 5 semaines que j'habite avec cette idée. Voilà 5 semaines que j'habite avec cette idée. Alors 5 semaines que j'habite avec cette idée, c'est-à-dire l'idée de mort, la sentence de mort. C'est-à-dire il s'est passé déjà 5 semaines qu'il a été jugé. On peut se poser la question, pourquoi le narrateur a préféré commencer par ici et non pas par le début? À 5 semaines, le face-à-face avec la mort, il est imminent. Et donc, l'intensité dramatique est beaucoup plus importante, d'où la capacité à capter l'attention du lecteur et à l'obliger à suivre et à lire la totalité du roman. Après, il va procéder par un flashback pour nous ramener au tribunal, et assister au procès. Il y avait 3 jours où mon procès était entamé. 3 jours, d'accord? Il y avait 3 jours où mon procès était entamé. On assiste à ça. Chapitre 3, bien sûr, il va monter dans la voiture qui va l'emmener à Bicêtre et en route. Il va se raviser. Pourquoi est-ce que j'ai peur? Je ne dois pas avoir peur parce que tout le monde va mourir enfin. Condamné à mort. Eh bien, pourquoi non? Donc la mort ne fait pas peur. Après, chapitre 4, il va voir Bicêtre d'abord de loin, vu de loin, et après, il va le voir de près. Bien sûr, la relation des deux descriptions est une relation antithétique. La beauté et la splendeur de loin, la laideur et l'horreur de près. C'est seulement, donc, si on doit classer les chapitres 2 et les chapitres 3 et le chapitre 4, ils seront sur la même ligne. C'est seulement au chapitre 5 qu'il va arriver à Bicêtre. À peine arrivé, des mains de fer s'emparèrent de moi. À peine arrivé, des mains de fer s'emparèrent de moi. Et là, bien sûr, une fois qu'il sera arrivé, on s'apercevra que le narrateur n'est pas un condamné comme les autres. Il est instruit, il est docile, il est jeune et il va bénéficier de certains privilèges au nombre de 3. On va lui enlever la camisole, on va lui permettre de sortir avec les prisonniers une fois par semaine et on va lui donner les moyens pour écrire. Et c'est ça le plus important. On va lui donner les moyens pour écrire. Après bien des hésitations, on me donna aussi des plumes, des feuilles, etc. Une fois qu'il va obtenir ces moyens pour écrire, la question de l'écriture elle-même se posera au chapitre 6. Et puisque j'ai les moyens d'écrire, pourquoi ne le ferais-je pas? Et c'est comme ça qu'il va écrire la totalité de son journal intime.